Bienvenue au Soundblot, le podcast de la Société internationale de Rorschach. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous le professeur Christian Mormont, qui est un psychologue belge d'une longue trajectoire dans notre domaine, qui va nous raconter un tout petit peu sur ses expériences et son parcours de travail. Il faut que je dise d'abord que le docteur Mormont a fini en tout cas ses études universitaires en 1963 et à ce moment-là, il est entré au service de psychiatrie de l'université de Liège. Il était le premier psychologue engagé à la faculté de médecine. Il y est resté pendant 26 ans et pendant ces temps, il a fait d'autres diplômes, parmi d'autres une thèse de doctorat. Et dans ce passage, il a aussi travaillé dans le domaine de la recherche. Et puis, il a arrêté son travail dans cette service de psychiatrie. Il a commencé à travailler à l'université comme enseignant, où il est resté jusqu'à 2007. À ce moment-là, il a pris sa retraite. Pendant son long parcours, il a pris contact avec le test de Rorschach. D'abord avec une psychologue belge qui lui a pris le test. Cette dame, c'était Madame Dongier-Montagnac. Et puis, il a supervisé avec elle pendant de longues années. Il a fait aussi pendant longtemps des travaux de recherche, notamment présentés à la Société de Rorschach de langue française. Et puis, il a aussi beaucoup travaillé dans la recherche dans ce service premier de psychiatrie. Il va nous raconter par la suite plus de détails sur son parcours. Et d'abord, je vous donne la bienvenue à notre petit podcast de la Société internationale Christian Mormont. Alors, racontez-nous sur de quelle manière vous avez commencé ou vous êtes rapproché au test de Rorschach pendant vos études de psychologie. Bien, en fait, j'ai connu le test de Rorschach parce que mon frère aîné faisait des études de psychologie et il m'a pris comme cobaye. Il m'a fait passer des tas de tests comme exercice pratique et j'ai passé un Rorschach quand j'avais, 15-16 ans. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais enfin, j'avais déjà vu ce test. En plus, il a fait son mémoire sur le Rorschach et l'intelligence. Donc, et comme j'admirais beaucoup mon frère, que je le trouvais très, très bien, j'étais intéressé. Après, je suis entré à l'université pour faire des études qui ne s'appelaient pas encore psychologie à l'époque, mais qui étaient tout de même le domaine. Et ce que j'avais vu auparavant, notamment sur le test de Rorschach, m'avait intéressé et j'ai commencé à me dire mais je pourrais peut-être étudier ça. Mais il se fait qu'à ce moment-là, il y avait plus d'enseignants qui donnaient le Rorschach à l'université de Liège. L'enseignant qui avait enseigné à mon frère était parti. Il y avait plus d'enseignement. Donc j'ai commencé à étudier avec le livre de Rorschach et le livre de Bohm. Et j'ai essayé, j'ai testé j'ai pratiqué de Rorschach assez bien, tout compte fait, en tant que stagiaire encore ou en tant que simple étudiant intéressé. J'ai testé des études en médecine, puis j'ai testé aussi les sujets de mon premier mémoire, qui étaient des femmes qui avaient fait une tentative de suicide. Tout ça en sachant que je ne maîtrisais pas du tout l'instrument. Mais c'est pour ça que je m'en suis pas servi dans l'analyse, par exemple, de mes cas, dans mon mémoire, dans ce premier mémoire, mais je faisais l'expérience de ce que c'était faire passer un Rorschach et d'entendre ce que les gens racontaient. Et quand je suis entré après mon service militaire, j'étais engagé à la faculté de médecine, à un service de psychiatrie. Cet instrument m'a semblé déjà pouvoir être utilement employé tout au début, indépendamment d'une interprétation intelligente. C'est-à-dire que j'étais dans un service où on testait notamment des neuroleptiques, parce que l'allopéridol avait été découvert par mon patron, le professeur Bobon. Donc on était dans cette mouvance et nous étions engagés dans pas mal de recherches psychopharmacologiques et notamment une
c'était ma toute première année, j'ai été testé et retesté des grands schizophrènes d'hôpital psychiatrique de l'époque, c'est qui n'a pratiquement jamais été traité, et c'était une expérience absolument fabuleuse, à vrai dire, mais évidemment, le Rorschach là-dedans est d'une extrême difficulté, et il n'était pas possible de faire une analyse. Même si j'avais mieux maîtrisé l'instrument, c'était pas tellement l'analyse raffinée de ce que c'était, mais c'est est-ce que ça allait changer. Il prenait des neuroleptiques, est-ce que sous neuroleptiques il serait différent? Ça n'a pas donné grand-chose, mais enfin, c'était, pour vous dire, c'était même des expériences comme celle-là qui m'ont donné aussi le goût et l'expérience assez extraordinaire, je voudrais dire, en ce qui concerne les psychotiques, au départ. À ce moment-là, c'est la petite histoire de l'université, mais on a créé le nouveau diplôme de psychologie en 5 ans. Moi, j'avais fait 4 ans. Et mes patrons, psychiatres, ont trouvé que le seul psychologue de la faculté de médecine, qui n'était même pas psychologue, ça n'allait pas. Donc, ils m'ont obligé à recommencer 3 ans du nouveau régime de psychologie. Et dans ce régime, il y avait madame Dongier-Montagnac, française, pas belge d'ailleurs, mais enfin peu importe, qui était chargée d'enseignement dans le nouveau cursus des psychologues. Elle était ma supérieure directe dans le service de psychiatrie. Et donc, j'étais formé à la fois par elle, et en même temps, on m'a donné comme tâche de superviser les stagiaires psychologues qui faisaient du Rorschach. Donc, je supervisais les psychologues qui faisaient du Rorschach, et j'étais supervisé par l'enseignante de Rorschach sur ce que je faisais. Donc, c'est tout de même ça pendant 2-3 ans au moins, ça a été tout de même assez intense. Pendant ce temps-là, j'ai aussi fait mes études et entamé donc un mémoire, un second mémoire de licence sur le Rorschach des états limites. Alors là, c'était tout à fait en pointe. Je pense que c'est un des tout premiers travaux sur le Rorschach des états limites. C'était à quelle année? Ça, c'était en 68-69. Il y avait, en français, je crois, il y avait qu'un seul article publié par Gresso en Suisse. En anglais, il y avait très peu. Et donc, c'était assez en pointe. Et c'est une époque aussi où le concept n'avait pas l'espèce de formalisation du DSM, quoi. C'était quelque chose on était en train d'essayer de dégager ce concept de la masse de la psychopathologie générale. Et c'était d'ailleurs intéressant historiquement, c'est que aujourd'hui il y a des tas d'états limites. À un moment, il y a déjà peut-être 30 ans au moins, un de mes collègues le docteur Bouvier de Genève disait: je n'en vois plus de mes clients, de mes patients à l'hôpital chez le psychologue parce qu'ils reviennent tous avec le diagnostic d'état limite. Au moment où je l'ai fait, on a dû fouiller à peu près entre 1500 et 2000 dossiers pour trouver 25 états limites. Ce qui veut dire que c'était autre chose, ce concept était différent de ce qu'il est maintenant. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. C'était tout à fait intéressant. Voilà, c'est un petit travail, mais qui était tout de même pas mal. Et là, je commence à travailler plus sérieusement le Rorschach avec notamment Madame Dongier. Dans le même temps, tout ça se superposant, j'avais aussi la perspective éventuellement de faire un doctorat, et le hasard m'a mis en contact avec une grande population de gens qui consultaient pour des problèmes sexuels. J'en ai testé énormément. Des gens qui avaient des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation précoce, ou des gens qui avaient des problèmes de conflits conjugaux. Parmi d'autres, mais ça c'est une catégorie des gens, j'en ai. Donc, j'ai rassemblé à ce moment-là une centaine de gens qui avaient des problèmes d'érection, une trentaine de gens qui avaient des problèmes d'éjaculation prématurée, et une trentaine de gens qui consultaient pour des problèmes de relations conjugales. Et donc, j'ai fait finalement ma thèse sur ce thème-là, avec comme outil principal le Rorschach. J'avais aussi un MMPI, mais j'ai pas utilisé tellement, mais le Rorschach, oui. Donc, là, c'était tout de même un assez gros travail. Et qui m'a tout de même appris des choses sur la manière de
de traiter des données. Parce que j'avais fait des examens individuels que j'avais tous interprétés, mais une fois qu'on fait une recherche, il faut passer à autre chose. Et que ça n'est pas évident a priori que des gens qui ont un symptôme aussi particulier, confrontés à d'autres qui ont un symptôme sexuel aussi, et confrontés à des gens qui ont des problèmes de relation, c'est pas évident que ça fait des populations très différentes au départ. Donc, j'ai dû comment faire, qu'est-ce que j'en ai retiré, peut-être pas des masses, mais par exemple, quand même, cette idée d'avoir une vision un peu plus globale et presque plus dynamique dans ce ce grand travail sur les impuissants, il y avait l'observation, c'est que, au fond, j'avais deux types de gens qui avaient des problèmes, en particulier pour les impuissants. Il y en avait qui avaient des Rorschach qu'on pourrait dire déprimés. C'était pas des malades déprimés, mais c'était des Rorschach sans énergie, je pourrais dire, et des Rorschach réprimés. Et c'était assez intéressant parce que le pronostic n'était pas le même. Ceux qui étaient déprimés, si on parvenait à les dynamiser, ça allait mieux. Les réprimés, ça bougeait guère. Donc c'était une vision qui n'était pas vraiment juste des indices, des variables. C'était une espèce de vision plus globale. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui manque de dynamisme, d'énergie, ou c'est plutôt que bloqué. Donc c'était déjà une vision. Bien sûr, j'avais fait toutes les analyses que à l'époque on faisait dans l'école française avec le côté symbolique, etc. Sans grand résultat, mais enfin bon, j'avais fait quand même tout ce travail. Et aussi quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé et qui maintenant n'a plus de sens, mais cela dit, ça en a un parce que Exner en a tenu compte, pas de mon travail, mais de ce problème-là, c'est du nombre de réponses. Moi, j'avais pas les consignes d'Exner. Donc, on faisait comme on le faisait, on acceptait les refus, et on avait un protocole qui a 80 réponses, ou un autre qui avait 8, on mettait tout ça ensemble. Quand j'ai analysé mes données, j'avais, notamment aussi des indices de barrière pénétration, des choses comme des indices d'agressivité, et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas les interpréter de la même façon selon le nombre de réponses qu'on y avait dans le protocole, parce que certaines de ces variables étaient proportionnelles au nombre de réponses et d'autres non. Par exemple, l'indice d'agressivité, il était proportionnel au nombre de réponses et avait une signification intéressante dans la proportion. Mais si on prenait par exemple de quelque chose qui paraissait plus structural comme la barrière pénétration, c'était les valeurs absolues. C'était 2. Et c'était pas 2 sur 20 ou 2 sur 40. Donc c'était assez intéressant. C'est parce que maintenant on a limité l'intérêt de cette perspective en limitant le nombre de réponses par protocole. Mais n'empêche que cette idée d'une proportionnalité par rapport aux forces en présence dans le protocole était quelque chose qui me semblait à cette époque-là tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant, oui. Je me rappelle bien de votre travail présenté au congrès de Barcelone en 1984, je crois, et sur l'impuissance. D'après ce que je connais, je crois que ça a été un des premiers travaux du Rorschach sur l'impuissance. Il y en a quand même très peu sur le sujet, donc en quelque sorte c'était un pionnier. Donc j'aimerais vous demander encore un tout petit peu sur les études en Belgique, parce que finalement, vous avez la tradition de Obredan, qui était un grand monsieur du Rorschach au temps de la fondation de la Société de langue française. Et en même temps, l'université belge a été extrêmement connue ailleurs par le grand niveau de ses études. Alors, vous disiez tout à l'heure que votre professeur était française. Alors, je ne sais pas si vous pourriez nous raconter un tout petit peu, mais comment se passaient les études de Rorschach à cette époque-là en Belgique, à l'université belge, en quelque sorte? Donc, si vous voulez, je veux vous me demander un peu d'histoire, je veux en faire un peu. Monsieur Obredan était professeur à Bruxelles, à l'université de Bruxelles, pas à Liège. Et un de ses élèves, qui est devenu professeur Osterried, qui était très brillant, a
pendant quelques années enseigné à Liège. Et c'est comme ça que mon frère a appris le Rorschach avec le professeur Osterried. Le professeur Osterried est retourné à Bruxelles. Pendant ce temps-là, on modifiait les études de psychologie à Liège. On créait un diplôme en 5 ans. On avait créé plus tard la faculté à proprement parler. Et dans ce nouveau programme, c'est une époque où il y avait beaucoup d'argent. On est en 62, 63. Un des éléments qui a joué beaucoup dans ma vie, si je peux dire, c'est que l'université a dédoublé la charge de psychiatrie originelle. C'est de la psychiatrie très classique et qui était plutôt biologique pour être entendu, et a créé une charge de psychologie médicale et médecine psychosomatique, dont le tutileur a été Maurice Dongier, qui a après parti à Montréal, mais qui pendant une petite dizaine d'années a été un des patrons à Liège, et j'ai été assistant chez lui. Sa femme, Madame Suzanne Dongier-Montagnac, était psychologue, psychanalyste aussi, et a enseigné le Rorschach. C'est donc comme ça que je me suis trouvé avec une prof française qui m'enseignait l'école française que je connaissais en ayant lu, mais moi j'étais surtout influencé par Rorschach et par Bohm surtout, que j'avais comme manuel. Donc voilà, j'ai été formé c'est comme ça qu'on est arrivé à ce que l'enseignement à cette époque-là, le Rorschach TAT, c'était tout à fait enseigné, et ça a cessé de l'être seulement l'année dernière. D'accord. Alors, à un moment donné de votre carrière, vous avez trouvé Exner. Alors, vous avez laissé Bohm, l'école française, et vous avez commencé, en quelque sorte, parmi les premiers en Europe qui ont commencé à étudier Exner, le système intégré. Racontez-nous, s'il vous plaît, à propos de ça. Mais écoutez, en fait, j'étais, je sais pas pour me vanter, mais j'étais tout de même assez habile dans la façon d'utiliser le Rorschach à la française. J'avais beaucoup d'expérience, j'en avais fait des centaines. Il y a des années où je faisais entre 100 et 200 protocoles sur l'année. Enfin, j'en ai fait beaucoup. J'étais très entraîné, je connaissais bien les choses. Mais j'étais très embarrassé toujours par plusieurs éléments. Il y avait d'abord dans les cotations, il y avait des choses que je trouvais pas très rationnelles, les clubs, etc. Je trouvais pas trop l'absence de est-ce qu'on pouvait ou pas associer des kinesthésies, des couleurs. Enfin, tout ça ne me semblait pas avoir de bonnes solutions. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, et je suis toujours convaincu de ça, c'est que ce qu'on pouvait en dire, je disais ce qu'on pouvait en dire à l'époque, mais ce que je pouvais en dire ou ce qu'on pouvait en dire était généralement quelque chose d'invérifiable. Incontrôlable, infalsifiable. Si vous dites les images maternelles sont floues ou inconsistantes, mais oui, peut-être bien, mais qu'est-ce qu'on sait démontrer de ça? Et c'est vrai pour l'ensemble. Et donc ça m'embarrassait beaucoup. Et de plus, je trouvais que il y avait un certain manque de rigueur dans l'approche de l'école française, disons, même dans les mots, par exemple. Dans l'école française, psychogramme, c'est devenu l'équivalent des chiffres. Alors que Rorschach donne une définition du psychogramme, qui est une description du psychisme sur des bases formelles. Oui, alors ce sont des détails. Enfin, voilà. Tout ça me rendait insatisfait, bien qu'à l'aise dans le système. Et je suis tombé un jour sur le livre d'Exner. J'ai lu ce que je pouvais. J'ai trouvé ça écrasant, inassimilable. J'ai tenté très tôt voir si je pourrais trouver de l'intérêt, par exemple, curieusement, dans l'indice d'égocentricité. Déjà, il m'avait intéressé. Je l'ai travaillé, mais évidemment, comme le recueil n'était pas fait de façon standardisée, ça valait rien dire, mais ça m'intéressait, ce rapport des images, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faudra bien y passer. J'essaie d'introduire des choses plutôt que de tout changer. J'essaie de modifier un peu mon système en introduisant des données d'exemple. Ça ne pouvait pas aller, mais ça m'a aidé
avoir travaillé avec Laurent Chat pendant quasi 26 ans d'une certaine façon, aussi intensément, devoir tout abandonner d'un seul coup, je peux vous dire que c'est pas facile. Parce que je pense qu'il y avait quand même des bonnes choses dans ce que je connaissais. Donc, à un moment donné, j'ai pensé qu'il fallait, et c'était l'époque où, je connaissais Anne Andronikov depuis avant ça, avant Exner, mais comme elle est revenue avec Exner, en quelque sorte dans ses bagages à un moment donné, très tôt, on a travaillé ensemble. Et très tôt, je l'ai invité à Liège faire des formations dans mon service, etc., etc. On s'est rencontrés à Paris dans les congrès. On a beaucoup travaillé ensemble. Et donc, c'est elle qui a en quelque sorte assuré ma formation précoce et prolongée, puisque ça n'a jamais cessé. Voilà comment j'en suis venu à Exner, après avoir fait le sacrifice de tout ce que j'avais construit avant. Mais vous avez aussi enseigné le Rorschach longtemps. Et je l'ai donc enseigné. Alors, puisque j'étais devenu enseignant à la faculté de psychologie et que j'avais cette charge-là, j'ai donc enseigné le système Exner à ce moment-là. Et on était les seuls en Belgique. C'est intéressant de comprendre votre parcours, parce que vous avez commencé avec la grande psychose, avec la grande schizophrénie avant d'être traité par le neuroleptique. Et puis, vous avez travaillé ou fait de la recherche sur les états limites. Et tout cela d'une manière, je n'ose pas dire étrange, mais inhabituelle. Oui. Vous avez arrivé au problème sexuel. Alors, mais vous êtes arrivé au problème sexuel avec ce bagage extrêmement puissant d'avoir pris connaissance de la grande psychose et essayer de démêler le problème des états limites. Alors, raconte-nous comment ça se, un peu, quelles étaient vos recherches sur les différents problèmes sexuels que vous avez abordés. Je me rappelle de votre travail de 84 sur l'impuissance. Maintenant, j'ai une sorte d'idée plus large de ces recherches-là, mais je crois que vous avez continué un tout petit peu avec cette ligne de recherche, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez, en fait, je sais que ça paraît un peu désordonné et chaotique, et ça l'est, mais je suis arrivé, donc, comme je vous disais, j'étais le premier psychologue à arriver à être nommé en médecine. Le titre de psychologue n'existait pas. Et quand je suis arrivé en psychiatrie, les psychiatres ne savaient pas ce qu'ils devaient faire avec moi. D'accord. Donc, mais ça m'a donné des expériences extraordinaires parce que, notamment, on avait des polycliniques et j'y participais, mais ou bien j'assistais à des examens psychiatriques par des psychiatres, ou bien les psychiatres me disaient, écoute, voilà, on a prescrit les neuroleptiques, maintenant tu peux parler le temps que tu veux avec sa personne. Donc je pouvais passer 4 heures avec quelqu'un, je n'avais pas de rentabilité, si je peux dire, et c'était soit des psychotiques, soit des adolescents délinquants, soit des clochards, des gens que les psychiatres ne trouvaient pas. Ils pensaient à la psychiatrie, aux médicaments, mais ils trouvaient que puisque les gens étaient là, un psychologue pouvait peut-être bien leur parler. Donc j'ai vu énormément de cas très différents et de façon totalement libre en quelque sorte, sans contrainte. Voilà, je vais le dire. Sans contrainte d'aucune sorte. Oui. Étant dans des services de psychiatrie et de médecine, j'étais, vous savez, le rapport médecin et psychologue, il était pas plus sympathique que maintenant. Non, les gens étaient très sympathiques, mais j'étais l'inférieur quand même. Ouais. Ce qui était tout à fait normal, ça m'a jamais posé de problème, mais j'ai toujours trouvé très intéressant et j'étais capable de ça, c'est de m'insérer dans les recherches qui étaient faites. Donc moi j'ai travaillé sur des neuroleptiques, sur les effets sur la mémoire, etc. Parce que c'est là-dessus qu'on travaille. Puis on a travaillé sur l'évaluation de l'injection d'anxiolytiques. J'ai travaillé là-dessus. Et puis j'ai les aspects. Il y a aussi tout un aspect à un moment donné sur la psychopathologie d'expression qui était l'intérêt de Jean Bogon. Donc je me suis occupé de choses comme ça, mais c'était pas à moi de déterminer juste ce que je voulais faire. D'accord.
c'était ce qui était fait dans le service. On a beaucoup travaillé sur la psychométrie de la standardisation de l'évaluation. Est-ce qu'on parlait de la psychopathologie quantitative? C'était extraordinaire les travaux qu'on a fait là-dessus, parce qu'on a enregistré des entretiens, des centaines, et on était entre 5 et 30 à évaluer la sémiologie. Grâce à un système qu'on avait traduit de l'allemand, c'est un travail fantastique. Mais ça faisait les choses du service. Moi, j'y participais et j'avais un rôle quelquefois tout à fait important. Non, j'étais au service des services. Et si on trouvait que c'était intéressant qu'on travaille là-dessus, moi je travaillais là-dessus. Donc j'ai fait des choses un peu différentes. Oui, donc j'étais au service des services dans lesquels je travaille, ce qui faisait que mes choix variaient. D'un autre côté, en ce qui concerne l'aspect sexuel, des problèmes sexuels, un des assistants du service du professeur Dongier, Jean Servet, c'était tout à fait passionné pour la sexologie. C'était un des deux pionniers de la sexologie en Belgique. Pendant des années, il avait une clientèle extrêmement importante et il m'a demandé de travailler avec lui, d'abord dans le service, puis ailleurs après, pour faire passer des tests aux gens qu'il examinait pour des problèmes sexuels. C'est comme ça que j'avais un grand nombre de sujets et que c'est ce qui fait à un moment donné que j'avais un matériau suffisant pour faire une thèse. Je l'avais. Alors que si j'avais dû décider d'un autre sujet, j'aurais dû rassembler des données. Or, je dois bien dire que à l'époque, la position de mes patrons, c'était de dire c'est très bien, bravo, vous faites une thèse de doctorat, magnifique, mais le week-end et la nuit. Vous ne prenez pas de temps sur votre travail pour faire votre thèse. Donc, je l'ai fait. Ça m'a pris du temps, mais je l'ai fait. Mais ça veut dire que si j'avais dû en plus recruter encore des tas de sujets de je ne sais pas quoi, du matériel, alors que là, je l'avais. Ce qui fait que ça m'avait donné un vivier extraordinaire et j'ai pu faire ces données. Mais j'avais dès lors aussi, j'étudiais tout l'aspect sexologie théorique, bien sûr, notamment dans ma thèse. Je suis allé chez Pasini à Genève, etc. Donc, j'y connaissais aussi quelque chose en sexologie qui débutait. C'est aussi au commencement. Oui, j'ai commencé avec les états limites, j'ai commencé avec la sexologie, j'ai commencé même avec les essais en psychopharmacologie, il n'y avait pas de psy là-dedans. Donc, j'avais pas de modèle, pas beaucoup, et j'apprenais des choses, et dans le domaine de la psychosexualité, j'ai continué à traiter de ce genre de problème, à traiter des sujets, et plus tard, mon service se spécialisera dans la délinquance sexuelle d'un côté et les traumatismes de l'autre. Là aussi, on peut dire c'est tout. Mais dans l'abord que la réalité m'a imposé dans des domaines psychologiques, il y avait de tout ça. Il n'y avait pas de services, on voyait des phobiques et un autre des déprimés. On voyait tout ça. Et donc, on voyait des gens traumatisés, des accidentés, des psychotiques complètement délirants, des enfants qui avaient des problèmes à l'école. Il y avait une espèce de base généraliste qui est contestable. Mais enfin, je n'ai pas eu le choix de ça. Donc, j'ai fait des choses qui peuvent paraître différentes, mais qui finalement, pour moi, étaient tout à fait unifiées par mon métier. D'accord. Oui, je comprends. Alors, parmi tous vos travaux, toutes vos recherches, quelles étaient celles qui vous ont, en quelque sorte, attiré le plus ou d'où vous êtes tiré des enseignements ou d'expériences qui vous ont posé plus de questions? Oui. Tout de même, déjà mon premier mémoire, le mémoire sur les états limites, c'est tout de même quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, sur tous les concepts de base d'abord, mais aussi sur comment travailler ces données-là avec des Rorschach. Et ça avait été assez intéressant tout compte fait, alors que c'était beaucoup plus artisanal, si j'ose dire, que ça ne le serait maintenant. Mais dans ces conditions-là, c'était
moi, ça m'a beaucoup apporté de réflexion sur de réflexion sur des mécanismes comme les contaminations, par exemple, ou pas. Je sais qu'on a eu souvent des discussions avec d'autres sur les contaminations, et le fait que certains utilisent le terme contamination à minima pour ce qui s'appellerait maintenant plus comme ça du tout, mais les idées les réalités psychiques que ça traduit, j'ai trouvé ça assez passionnant et intéressant. Oui, et que la question des états limites, outre ce côté très très passionnant, parce que il fallait aller retrouver toutes les sources de la psychopathologie classique, depuis Kraepelin, etc., Talbot, et puis tous les grands. C'était passionnant, et puis de se dire mais comment on le voit maintenant, et à une époque où ce n'était pas encore stratifié comme ça l'est devenu. Donc il y avait cette époque, il y avait déjà l'idée qu'il y avait plusieurs types d'états limites. Est-ce qu'on allait trouver ça ou pas? C'était un bouillon de questions, et vraiment très très je trouve que et tout le service était impliqué dans ces questions sur les états limites. Donc c'était un moment très 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 enrichissant au niveau intellectuel, mais aussi technique. Et Rorschach, ça c'était tout de même un moment fort à ce point de vue Rorschach. Et par la suite, évidemment, c'est devenu j'ai écrit quelques petits papiers sans la moindre prétention, mais un peu des cas cliniques, ou bien je me rends compte a posteriori que j'avais déjà quelque chose d'un peu phénoménologique dans l'approche, et que j'essayais de sortir des stéréotypes des livres que j'avais, pour être un peu mieux à l'aise avec les concepts, etc. Donc c'était sans la moindre prétention, mais c'était un travail de réflexion un peu continu, et voir comment, si on trouverait des points de passage entre le TAT et le Rorschach, en fait toutes des choses de ce genre. Sinon, j'ai beaucoup, pendant très longtemps, encore maintenant, j'ai beaucoup utilisé moi le Rorschach comme un outil clinique. Et maintenant, je ne fais plus grand chose, mais enfin, encore maintenant dans des expertises, je l'utilise toujours. Oui. Alors, je me rappelle que vous avez fait quelques travaux, en tout cas, vous avez réfléchi sur la kinesthésie. Oui. Alors, racontez-nous sur cela. Oui. Un sujet ancien et encore qui pose des questions encore maintenant. Oui, tout à fait. Si vous voulez, moi j'étais jeune, vous voyez comme j'ai fait une formation un peu hybride, pas extraordinairement structurée et guidée, quand même, mais je lisais, je savais ce qu'il y avait dans les livres, et ce qu'on disait des kinesthésies m'avait toujours posé un certain problème, le fait qu'il y avait une contradiction avec la mobilité, la motricité, par exemple. J'étais un peu... Et en fait, c'est un cas clinique qui m'a tout à fait bouleversé. C'est la kinesthésie, c'est l'inverse de l'impulsivité, dans les livres. Et je me souviens avoir vu une jeune adolescente, fugueuse à un point extrême, impulsive à un point extrême, et qui sur un protocole, je crois, de 20 pour réponse, me donne 14 kinesthésie. J'ai dit, ça c'est pas possible. Comment on peut faire avec ça? C'était totalement invraisemblable. Donc je me suis dit, comment on peut le penser autrement? Alors oui, j'essaie finalement de formuler ça comme l'investissement d'un schéma mental, d'un schéma d'un comportement, d'un schéma susceptible d'apporter une détente, une décharge, un apaisement, un plaisir. Donc c'est une espèce de schéma mental, un fantasme dirait d'autres, pas tout à fait. Pour moi, c'est la représentation d'un acte qui va aboutir à un apaisement, et cet acte doit être représenté d'une façon suffisamment réaliste, puisque c'est une kinesthésie humaine.
pour moi, les kinesthésies animales à l'époque, je les voyais comme des formes moins élaborées, c'est-à-dire où le principe de réalité n'était pas mis en jeu. On pouvait être dans la, je vais voler, je vole. Hein, les oiseaux volent. Voilà, un oiseau, ça vole. Ça, la kinesthésie animale, c'était pour moi un peu ça, c'était cette recherche du plaisir sans devoir lui donner la forme d'un corps humain, sans passer par les contraintes, les limitations du corps humain. Traduire ce schéma de plaisir dans un corps humain, ben ça suppose qu'on s'arrange pour que ça entre dans le schéma corporel. Je peux pas dire ah oui je vais voler, je suis comme un oiseau. Il faut que je trouve quelque chose d'autre pour y arriver. Donc pour moi la kinesthésie c'était ça. J'ai développé cette idée de cette mise en forme réaliste de schéma de plaisir, à la limite même de fantasme, mais de leur donner une forme réaliste. La kinesthésie, c'est la même chose, mais sans devoir sonner cette forme réaliste. Et les kinesthésies d'objets, pour moi, c'est l'espèce d'absence de mentalisation du schéma. C'était l'automatisme. Voilà, j'avais imaginé quelque chose. Alors, j'avais tout de même, je m'étais appuyé tout de même sur une recherche, le nom m'échappe maintenant, mais c'était au congrès de Barcelone, je crois. Un Américain avait parlé, je me souviens, le titre c'était M as Murder. M as Murder. Parce qu'il avait il avait constaté que des meurtriers récidivistes avaient des kinesthésies, des réponses M. Ce qui de nouveau n'était pas dans le sens général et il y avait une autre recherche beaucoup moins systématique, mais enfin assez importante, ça portait sur beaucoup de sujets. C'était un des Français qui avait testé des jeunes adolescents délinquants, beaucoup, et puis qui l'avaient testé assez longtemps après. Et ceux qui avaient le plus mal tourné, c'est ceux qui avaient des kinesthésies. Donc voilà des petits éléments qui m'avaient accroché et qui m'avaient conforté dans l'idée qu'il y avait quelque chose à réfléchir sur les kinesthésies. Tout à fait. Rorschach a laissé dans un texte peu connu, enfin, il y a un texte peu connu de Rorschach où il dit que les gens qui sont très vivaces des mouvements sont ceux qui donnent beaucoup de kinesthésie parce que au moment où ils ont, disons, l'imagination de cette image, un mouvement, lorsqu'il y a plus de mouvements corporels, cela aide à la vivacité de l'image vue mais mentalement. Je ne sais pas si c'est clair. Et puis aussi laisser quelques idées tout à fait proches de vôtres, au sens que lui aussi il a noté que les gens qui avaient beaucoup un mouvement contrôlé mais quand même vivace, ces gens-là souvent donnaient beaucoup plus de kinesthésie, ce qui était tout à fait incompréhensible si on laisse l'idée que kinesthésie au mouvement, c'est mentalisation et que la kinesthésie, ça vient de la mentalisation. Donc, c'est une idée, je suis tout à fait d'accord, y réfléchir à nouveau, disons, à réfléchir, à repenser à nouveau. Donc, mais je crois que vous avez aussi travaillé sur le genre disons, de la kinesthésie donnée, c'est-à-dire s'il y avait un masculin ou féminin, je sais pas quoi. Alors ça c'est bon, là on a développé dans mon service au début des années 90 une consultation qui était une des 2 meilleures en Belgique, je le dis moi-même, mais c'est comme ça, c'est pour les transsexuels. Ah bon, oui, bon, ça c'est un problème peu connu encore. Oui. Donc on en a vu pas mal et moi, comme j'avais une charge à l'université qui était tout de même très lourde, j'ai confié cette partie du service à une assistante qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus, sur le Rorschach chez les transsexuels. Mais il est évident que la question de l'identité sexuelle dans cette population-là, c'est intéressant et que traditionnellement, dans beaucoup de gens qui font du Rorschach ou qui l'écrivent, trouvent que on trouve des traces de l'identité sexuelle des gens dans leur réponse au Rorschach. Que si on voit des femmes à la planche 3, c'est une identification féminine, etc. Et là, de nouveau, si vous voulez, c'est une chose qui m'a toujours laissé perplexe.
j'ai jamais bien compris comment on pouvait passer d'inférer l'identification sexuelle de quelqu'un à la réponse qu'il donnait à planche 3. Bon. Mais c'était comme ça. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut, parce qu'il y a tout de même pas mal de littérature publiée là-dessus, donc comment est-ce qu'on peut un peu y voir plus clair? Alors je me suis dit, je vais prendre un grand échantillon, j'avais un échantillon de 800 protocoles, et on va voir si les hommes donnent plus d'hommes, de réponses masculines, les femmes plus de réponses féminines, au Rorschach, et est-ce que le genre du testeur a une importance, hein? Alors parce qu'on aurait pu dire oui mais attendez, il donne beaucoup plus de femmes parce que ce sont surtout des psychologues qui font passer des tests, hein, mais bon. Mais je me suis dit bon, on va essayer de voir. Mais dans tout ça, je n'ai absolument rien trouvé qui confirmait, parce que l'hypothèse était que si les réponses du Rorschach traduisaient l'identité principale de quelqu'un au niveau du genre, on devrait avoir plus de réponses masculines chez les hommes et plus de réponses féminines chez les femmes, même si il pouvait y avoir des mixtes. J'ai rien trouvé de ça. Donc, sur ces 800 cas, j'ai pu montrer que le fait qu'on soit un testeur homme ou femme n'a pas d'incidence, quel que soit le sexe aussi du testé, et que ça n'avait pas d'influence sur le sexe des personnages des images qu'on voyait au Rorschach. C'est peut-être pas une grande victoire, mais je trouve que pour moi j'étais satisfait non pas de ce résultat plutôt que d'un autre, mais j'étais satisfait de voir que c'était comme ça et que je ne pouvais pas continuer à dire parce que ça me paraissait un peu fou. Et puis, vous vous rendez compte que notamment dans le domaine des transsexuels, ça devenait dangereux. Hein, parce qu'il y a des gens qui disaient, attendez, il n'est pas vraiment trans, hein, il donne des réponses d'identité masculine à son Rorschach, donc, bon. Mais ça peut avoir des conséquences. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé chez les transsexuels? Quel était on dit d'habitude, il y a une sorte de vulgata qu'on dit que ce sont plutôt des psychotiques. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, quand j'ai commencé à travailler là, le premier que j'ai vu, moi, c'est en septembre de 72. On n'en parlait pas vraiment beaucoup. Et ça nous laissait tout à fait perplexes. Et au niveau général, la vulgata, comme vous dites, c'était des psychotiques. C'était des psychotiques. Oui. Hein, et il faut dire qu'il y avait de quoi le penser. Hein, vous aviez quelqu'un parfaitement constitué, qui avait un pénis, et qui dit non, je suis une femme, je suis une erreur, mais moi je suis une femme. Hein, c'est un peu la même question qu'on se pose pour les anorexiques. Hein, qu'est-ce que c'est que ce corps qui... Tout à fait. Oui. Donc, c'est la même frange psychotique que ça évoquait. Alors, est-ce que ce sont des psychotiques? On a considéré pendant longtemps que c'en était, c'est vrai. Et il est vrai que ceux qu'on voyait, ils étaient rares, et que c'était peut-être justement des psychotiques qui exprimaient des choses de ce genre. Mais à partir du moment où on s'est dit, on peut s'intéresser à la chose, on a vu de ces candidats transsexuels qui n'étaient pas psychotiques du tout. Oui. Et vous savez, c'était un grand débat, un grand conflit, notamment avec les psychanalystes, hein, quant à l'opération ou pas. Hein, est-ce qu'on peut opérer ou pas? Les psychanalystes étaient radicalement contre. Oui. Notamment en disant c'est une demande de psychotique, est-ce qu'on va répondre aux demandes de psychotiques, quoi, hein? Oui. Mais on s'est rendu compte que dans des pays où on opérait, les gens allaient mieux. Ah bon, c'est important cela. Oui. Ah oui. Et que nous on a commencé à en voir, et moi j'ai toujours imposé dans mon service et dans ma pratique de dire c'est pas au psychologue à décider ce que quelqu'un est ou ce qu'il veut être. Tout à fait. On va l'accompagner. Mais on avait des conditions. À ce moment-là, on imposait c'était la Benjamin Foundation. Je crois qu'il y avait ce standard de prise en charge. C'était 3 ans de prise en charge, 1 an avant de passer aux hormones, 1 an aux hormones, 1 an dans les habits du sexe choisi. Enfin, c'était un processus sérieux et long.
Mais on s'est rendu compte que ces gens-là n'étaient pas psychotiques. Il y en avait eu là de temps en temps. Oui. Parce que, oui, mais un certain nombre étaient des gens pas du tout psychotiques. Alors évidemment, est-ce que ce sont des gens complètement banals? Probablement pas. Peut-être que si aujourd'hui, comme on a l'extension de la catégorie limite, peut-être qu'il y aurait des limites là, des états limites là-dedans, parce que il y a un rapport à la réalité qui est particulier quand même. Oui. En tout cas, il y a un rapport particulier à l'image de soi, c'est-à-dire à trouver une complétude de l'image de soi dans l'autre sexe. Oui. C'est-à-dire les gens qui veulent se voir avec une image parfaite de soi-même, en étant qui soit changé dans l'autre sexe. C'est ce rapport avec une image de complétude qui pose des questions. Mais vous voyez, dans les Rorschach, on avait trouvé une chose assez bizarre qui m'avait fait formuler une hypothèse contrephobique d'ailleurs, c'est que parmi les demandeurs d'intervention chirurgicale, les images qu'ils avaient du sexe féminin notamment étaient abominables, alors qu'ils voulaient oui. Donc, d'où l'idée c'est une espèce de démarche contrephobique de se faire opérer et de se mettre dans la situation qu'on trouve tout de même très sanglante et très, enfin, c'est une hypothèse que j'avais faite à l'époque. Ce qui est un des trucs intéressants de la thèse d'Aude Michel, c'est que on les a retestés après un certain nombre d'années. Et que, bon, ils n'avaient pas très très fort changé, mais une chose qui avait changé, c'est le rapport actif-passif. Ah bon? Et je trouvais ça intéressant parce que au moment où ils consultaient, où on les voyait, ils sont très combatifs, très militants, ils doivent convaincre, ils sont inflexibles, ils sont totalement une femme et une vraie femme, etc. C'est indiscutable. Quand on les voit plusieurs années après, beaucoup disent je sais que je ne serai jamais une vraie femme. Ah ils bon? le disent, mais alors que ils avaient soutenu le Oui. contraire. Et à la fois, il y a un constat de réalité tout à fait salutaire. Absolument. Et à ce moment-là, on les voit dans une attitude beaucoup moins rigide, mais ça se trouve dans le Rorschach aussi. C'est intéressant, ça. Fort intéressant. Parce que ici, on a vraiment l'impression qu'il y a une attitude nécessaire pour atteindre son but. Il faut convaincre un chirurgien. C'est pas les plus difficiles, mais il faut convaincre un psy, c'est plus difficile. Oui. Un endocrino, il faut Oui, tout à fait. il faut être combatif, il faut être intransigeant. Oui. Pas de moyen terme. Une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de convaincre et on peut voir la réalité mieux comme elle est. Ça c'est un peu ce qu'on avait mis en évidence quand même. C'est une chose intéressante. Et ça vient du côté plus neurotique, donc ce n'était pas un délire en fait. Ah non, pas du tout. Ah non, mais on partait de l'idée que c'était délirant parce qu'on avait vu des délires comme ça. Moi, un des premiers cas que j'ai pas vu, mais dont j'ai entendu parler en entrant en psychiatrie, c'était un homme qui s'était coupé les testicules lui-même, et qui s'était châtré parce que il délirait. Alors, l'image de celui qui se mutile, c'est souvent un psychotique, faut bien avouer. Oui. Donc, et cette idée cette méconnaissance de la réalité la plus évidente, ça fait très psychotique. Moi, je comprends. Oui. Simplement, on s'est rendu compte qu'en dehors de ça, c'est un peu comme des anorexiques, en dehors de ça, ils n'étaient pas psychotiques et que quand ils étaient opérés, ils étaient plutôt plus normaux qu'on aurait pu le craindre. Je vois. Très intéressant. Oui. Même si vous voulez, on avait très peur du suicide chez eux. En fait, c'est vrai que c'est une population un peu plus à risque que la population normale, mais après opération, il y a moins de suicides. Donc, si vous voulez. Et les gens qui veulent revenir au sexe de naissance, il y en a quand même des repentis. Moi, j'en ai jamais vu, mais il y en a. Oui. Mais ça, et si vous voulez, ça, je ne sais pas. C'est comme ça, évidemment, mais je sais que pour le temps qu'on prenait pour les accompagner, je pense que c'était quelque chose qui était positif. J'ai vu quelques cas qui arrêtaient en chemin.
Je me souviens d'une fille qui était une fan de Mylène Farmer, une chanteuse assez, vous voyez, je sais pas, bon, une fan, et elle voulait devenir son garde du corps. Et pour être son garde du corps, elle devait être un garçon. Tout à fait intéressant. Et alors? Et alors, bon, on l'a accompagnée tout un temps, en voyant, on ne disait ni non, ni oui, ni non, nous on l'accompagnait. Et puis un jour, elle s'est dit, elle disait, je vais me faire enlever les seins. Et puis elle a dit, mais non, je crois que tout compte fait, je pense que je suis plutôt lesbienne. Oui. mais on l'a accompagnée pendant peut-être quand même plus d'1 an, hein, en la suivant dans son... Donc voilà, des gens à qui on a donné le temps de développer leur pensée, leur expérience, d'échanger là-dessus, il y a des gens qui en cours de route se disent, ben non, j'ai pas... Et ce qu'on voit de plus en plus maintenant, et ce que je ne voyais pas au début, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de candidats au changement de sexe, mais qui s'arrêtent à enlever les seins, par exemple, oui. ou simplement à l'aspect identité civile, échange d'identité. Mais il y en a notamment, il y a tout de même un certain nombre de femmes qui renoncent, même si au début elles disent qu'elles veulent avoir un pénis aussi, il y en a un certain nombre qui renoncent en cours de route. Donc le cheminement ne va pas toujours jusqu'au bout. Mais si on leur laisse cheminer à leur train, ces personnes-là choisissent ce qu'il y a de mieux pour elles. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu et que j'ai toujours défendu, y compris dans mes enseignements ou dans les gens que j'ai formés ou les gens qui travaillent pour moi. Il faut aider les gens à devenir ce qu'ils pensent bon pour eux en les éclairant sur ce que ça signifie pour eux, ce que ça implique, pas en leur disant qu'ils ne peuvent pas, ni en leur imposant de le faire. Oui, oui, tout à fait. En même temps, il y a eu un changement des lois et un changement social, une vision différente à l'égard de transsexuels. Et donc, peut-être cela peut aider quand même à ne pas arriver jusqu'au bout, non? Enfin, je crois. Oui. Maintenant, ce que ces changements entraînent, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui se disent transsexuels ou pas, mais ils savent pas toujours très bien de quoi ils parlent et on ne sait pas toujours si c'est vraiment quelque chose de très profond, si c'est quelque chose qui est à la mode, notamment chez les étudiants en art, ici à Liège, il y en a plein. Hein, mais je suis pas sûr qu'ils iront tous jusqu'au bout. Hein, mais on a aussi des cas très intéressants. J'ai vu l'année dernière un cas tout à fait passionnant d'une fille, 14 ans, je crois, qui se fait appeler Ajax, nom de héros grec. Oui. Et tout le monde est convaincu qu'elle veut changer de sexe, etc. Et on lui fait beaucoup de tort parce qu'on la prend pour une espèce de malade fragile. Alors, on lui a fait, par exemple, quitter l'enseignement général pour aller dans le professionnel, dans un enseignement de bas niveau, parce que elle ne peut pas avoir ces problèmes-là et en même temps faire des études, alors qu'elle veut être médecin. Donc, vous voyez, l'attitude extérieure est parfois très, très étonnante. Oui, et je l'ai testé, cette fille, puisqu'on me demandait de l'avoir. Oui. Et en fait, il devient, ça c'était le TAT, le Rorsch était passionnant, mais le TAT c'était les mots, c'est que clairement, elle ne veut pas devenir un homme. Elle dit, moi je veux avoir un rôle d'homme. C'est extrêmement intéressant. Ah oui. Et alors, la psychologue qui me l'avait envoyé, on discute du rapport, on discute, et je lui dis, écoutez, bon voilà, elle est présentée comme transsexuelle, voilà ce qu'elle raconte. Elle ne veut pas être un homme, elle veut avoir un rôle d'homme. Je sais pas, elle voulait dans un récit du théâtre, elle voulait être le commissaire de police, pas être un homme, c'est être commissaire de police. Hein. Et alors, elle revoit cette jeune fille, et elle lui parle, mais ce n'est jamais voulu changer d'être un homme, moi. Alors que depuis des années, tout le monde autour d'elle réagit comme si elle voulait devenir un homme. Donc, sexuellement. Donc, vous voyez, et ça, le Rorsch et le TAT ont été tout à fait révélateurs. Oui, vous êtes un grand clinicien, il faut que je dise. Vous êtes un grand clinicien. Vous comprenez profondément le sujet. Vous travaillez avec l'échange qui permet le recherche, le TAT, les épreuves. Donc, c'est magnifique. Alors, d'après votre expérience, je ferai maintenant une question un peu d'usage, mais quand même.
pour vous, quel serait le futur du Rorschach à cette époque? Comment est-ce que vous voyez les lignes, disons, principales où le Rorschach s'oriente maintenant? Oui, oui. Évidemment, il a beaucoup évolué et beaucoup de choses de bien. Cela dit, je trouve que Exner est arrivé un peu à un sommet, je trouve, à mon avis. C'est-à-dire que il a transformé avant Exner, avant longtemps, je n'ai jamais accepté qu'on parle du test de Rorschach parce qu'il n'avait pas du tout les qualités d'un test. Oui. Et puis à un moment donné, avec les travaux de Rorschach, il est devenu un test parce qu'il en a les qualités psychométriques. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de concepts un peu trop opératoires, si je veux, un peu trop statistiques, etc. Non pas que j'y suis intéressé, qu'on voit, mais enfin, on finit par raisonner un peu que comme ça. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage. Et je pense que le R, parce que j'ai connu à sa création, mais que je n'ai pas suivi, allant plus encore dans cette direction-là, avec moins d'interprétation clinique, fait que je ne l'ai pas suivi. Donc mon rêve, si je veux, c'est effectivement d'améliorer ce qu'on peut améliorer dans le Rorschach. Il y a des choses. Je trouve que c'est déjà un test tout à fait étonnant, mais qui continue à m'étonner. Je dirais presque chaque fois je suis étonné. Je suis assez émerveillé. Ça me prend toujours par surprise, moi, ce truc-là. C'est extraordinaire. Et j'ai fait une conférence l'année dernière, justement, où on me demandait de parler un peu de sujet. Et je disais, bon, c'est vrai que ça demande du temps et ça, mais c'est un plaisir extraordinaire. Il y a un enrichissement extraordinaire là-dedans. C'est pas juste on fait un MMPI, ben on a des résultats. Ouais. Mais là, il y a quelque chose de la pensée, de quelque chose de l'humain, du vivant qui est présent et qui est extraordinaire. Alors moi, je trouve que on doit discuter des choses, on doit améliorer des choses. Et on en a discuté beaucoup avec la révision, avec Anne Sanglat, etc. Mais je trouve que il y a encore des choses à faire et qu'il y a encore des choses à réfléchir au niveau plus fondamental. Et là, quelquefois, Exner, je trouve, était parfois un peu rapide. Et que quand il parle du narcissisme, ça part un peu vite dit. À propos des réponses vagues, je me suis d'ailleurs opposé assez rigoureusement à tout le monde là-dedans, mais ça revient. Bon. Donc la réponse vague est vue et interprétée dans le manuel comme une espèce de dégradation de la qualité cognitive. Oui. Et on réfère ça à l'enfance, à l'égocentrisme infantile. Je pense que c'est une vision qui n'est pas juste. Peut-être que c'est juste pour l'enfant, mais pas pour l'adulte. Et ce que j'ai écrit ce que finalement Fortin l'a repris dans le nouveau manuel, c'est que le mode de connaissance intuitive et syncrétique que ça donne est une connaissance extraordinairement adéquate. Si vous dites, il fait, chez moi ici, oh, il fait pas très beau, il fait frais, il fait humide, j'ai pas besoin de l'hygrométrie ni du thermomètre. Je décris quelque chose qui est plus vrai, plus juste, et qui est absolument pas métrique. C'est intéressant cela. C'est une voie de recherche, qui semble tout à fait intéressante. Il faut quand même explorer, il faut quand même essayer d'explorer la chose. Oui, parce que je relisais sur l'égocentrisme infantile. C'est vrai que ça va avec un certain syncrétisme, un certain manque de différenciation de l'extérieur et ça, mais pas chez un adulte, au niveau perceptif. Si je suis au centre du monde, je vois très bien les choses autour, je n'ai pas un flou perceptif, je ne suis pas syncrétique parce que je suis là au centre. Donc ça me paraît, et en plus ça me paraît être une représentation du fonctionnement mental et psychique très informatif, si je peux dire. Très logique. Il faut d'abord les globales, puis les détails, puis les petits détails. Il faut le mieux formaliser, puis si on est moins, mais je trouve que c'est pas comme ça que ça va, là, le psychisme. Et par exemple, il y a quelque chose qui m'a toujours posé problème, c'est pourquoi voir un nuage, ce serait une opération cognitive faible. On voit des nuages tout le temps dans le ciel. On n'est pas en train de dégrader notre cognition parce qu'on voit des nuages. Vous posez une nouvelle question là. Il y a vraiment,
mais vous posez la question d'un état limite, vraiment. Mhm. Il fallait ouvrir. Mhm. Mais donc, voilà, ce sont, si vous voulez, des questions que je trouve intéressantes à approfondir et à en revenir notamment, par exemple, au concept d'égocentrisme, puisqu'on dit c'est Piaget qu'on retourne un peu voir ce qu'on veut lui faire dire pour des adultes qui passent en Rorschach. Il y a des dire que l'égocentrique adulte au Rorschach, on s'attend. J'ai lu une recherche. On s'attendrait à ce qu'il ait plus de vagues. Et on ne les trouve pas. Mais, moi, je dirais évidemment qu'on ne les trouve pas. Il n'y a pas de raison. Donc, vous voyez, je trouve qu'il y a un peu des raccourcis d'un Oui, point de vue oui, conceptuel que je trouve je qu'on vois pourrait bien. améliorer. Oui, On pourrait, je crois que le mot juste, c'est celui-là. C'est celui-là, celui des raccourcis. Je vois très bien. Écoutez, Christian Mormon, on vous remercie vivement pour cet entretien, est tellement intéressant et qui ouvre tellement de voies de pensée. Et on vous remercie encore une fois pour votre temps et votre bonne disposition à notre égard. mais c'est plutôt moi qui vous remercie de votre intérêt, de votre attention et oui, ça me, c'est vivant. Ça Oui, fait tout à vivre. fait. Tout à fait.